entre nos mains, c'est comme une évidence. Tout coule entre nos mains, un désir, une danse. Alors entre nos mains, c'est comme une évidence. Tout coule entre nos mains, un désir, une danse. Entendront la puissance des messages sacrés. Quand nos bras enlaceront la beauté de nos rêves cachés. Quand nos pieds danseront la musique de tous les possibles. Quand les hommes choisiront la tendresse pour devenir invincibles. Quand la vie nous amène à devoir respirer l'essentiel. Quand la terre nous inspire qu'elle se dévoile toujours plus belle. Nous soupire qu'il devient de plus en plus fou d'elle. Quand le temps nous empresse d'avancer, de déployer nos ailes. Alors entre nos mains, c'est comme une évidence. Tout coule entre nos mains, un désir, une danse. Alors entre nos mains, c'est comme une évidence. Tout coule entre nos mains, un désir, une danse. Chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Quand nos cœurs chanteront les plus belles mélodies du monde. Que de poussière après un passage survolté, qu'ils deviendront heureux sur terre, les habitants de la forêt. Quand nous ne serons que de poussière après un passage survolté, qu'ils deviendront heureux sur terre, les habitants de la forêt. Les habitants de la forêt. Dans le même cratère, on pourra plus foutre le feu, qu'ils deviendront heureux en l'air, les habitants de tous les cieux. Quand on sera tous dans le même cratère, on pourra plus foutre le feu, qu'ils deviendront heureux en l'air, les habitants de tous les cieux. Les habitants de tous les cieux.
notre terre depuis son cœur jusqu'à sa moelle, vampiriser son énergie, en faire des joujoux de folie. Heureux, les animaux du monde feront la fête sur nos tombes, feront la fête sur nos tombes. Retrouveront la vie dans ce nouveau paradis. Et les abeilles retrouveront la vie dans ce nouveau paradis. Et les abeilles retrouveront la vie dans ce nouveau paradis. Et les abeilles retrouveront la vie dans ce nouveau paradis. Dans ce nouveau paradis. Dans ce nouveau paradis. Dans ce nouveau paradis. Formel, nourrir 9 milliards de personnes en 2050, même un peu plus, et qui est prévu avec une agriculture sans pesticides, c'est absolument possible. Il faut changer de cap. Les recettes anciennes ne valent plus aujourd'hui. The disadvantage of monoculture, of course, is that if you try to grow corn, you have to use so many herbicides and so many insecticides that it's bad for the environment. Agroecology is the antithesis of industrial agriculture. Pamene zakhala zaka tikuchita ujeni girisidi ya wathuyo ayi tikusimba lokoma lothendera bwino ng'amba ikubwera pachimanga mukuchiona mene chililimo. Humus, der Boden ist der Schlüssel. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Chemie in der Landwirtschaft, zumindest, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Das 21. Jahrhundert ist definitiv das Jahrhundert der Biologie. It is not a Stone Age technology, it is a highly scientific based technology. We are calling this technology push-pull. Objectif men kam enen yalla yata ken wiye remoɓe Sénégal en mbawan Sénégal. Le estamos llamando una agricultura sostenible. The farmer is looked as the lowest element in the society. No, it's actually comes the first. No food, nobody. Marché qui montre à quel point la sphère affairiste et la sphère politique sont mouillées dans notre asservissement. Allez, on va dire ça comme ça. Bon, j'essaie d'être assez fort derrière ce que vous avez entendu parce que, bon, maintenant il ne faut pas se faire d'illusions, hein, ça ne viendra pas d'en haut, vous le savez. Donc ça viendra de nous tous, unis, rassemblés, dans une formidable épopée de l'intelligence, parce que ce qu'on a vu là, sur tous ces exemples, c'est de l'intelligence à l'état pur. L'intelligence du bonheur aussi, bonheur de retrouver le sens des choses, de retrouver les vraies valeurs. Voilà. Bon, je ne suis pas meilleur que les autres, je ne vais pas vous faire une leçon de morale, mais moi ça me galvanise hein, quand je vois ça. À l'âge que j'ai maintenant, je me dis, depuis 40 ans, après le crack alimentaire, etc., je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce chemin. Je suis encore plus convaincu, malgré que entre nous, ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. Mais là, on est au bord du basculement. Alors, vous avez sûrement des questions à me poser. Donc voilà, le micro va circuler. Vous levez la main, s'il vous plaît. Il y en a plein, j'en suis certain.
Oui, en effet, ça donne beaucoup d'espoir quand on voit ça. Et puis en même temps, nous habitons à la campagne et nous sommes environnés d'agriculteurs. D'ailleurs, ils s'appellent des exploitants agricoles, ça veut tout dire. Hein, qui font une année blé, une année maïs. Bon, alors quand on voit la technique du push-pull, moi je me demandais, l'herbe aux éléphants, évidemment c'est une herbe africaine. Est-ce qu'il y a l'équivalent, une herbe qui est intéressante ici aussi? Bien sûr, bien sûr. C'est toute l'histoire des éco-agrosystèmes qu'avaient déjà découvert bien avant nous les générations qui nous ont précédés. Pour vous dire à quel point on peut être autonome, à quel point la panique, la tentative de panique liée au manque de nourriture est faite pour justifier les OGM et toutes ces pratiques-là est fausse. Je voudrais simplement rappeler deux petites anecdotes. Il y a plein d'anecdotes qui confirment ce qui a été dit dans le film là, qui ont été vécues sous nos latitudes, sous la nécessité, par exemple au moment de la guerre 39-40. J'ai eu l'occasion de faire une préface pour un livre. On me demande beaucoup de préfaces de livres et je rouspète parce que c'est pas le temps de la préface, c'est qu'il faut que je lise le livre avant. Et c'est une bénédiction parce que j'apprends plein de choses. Et le dernier, en particulier, c'était le livre de Michel Basset qui s'appelle « L'autonomie par le jardin ». Et donc j'ai découvert dans ce livre que Eleanor Roosevelt, la femme du président Roosevelt, au moment de la guerre, en 1940, a créé à la Maison-Blanche le premier Victory Gardens. C'est le jardin de la victoire. Elle pensait ainsi entraîner ses compatriotes à devenir autonomes, à se trouver les moyens de satisfaire eux-mêmes les besoins essentiels et quotidiens, et notamment l'alimentation. En petite parenthèse, d'ailleurs, Michelle Obama a voulu en faire autant, elle a échoué, parce que la pelouse de la Maison-Blanche, maintenant, elle est tellement saturée d'herbicides, de pesticides, et de métaux lourds et tout ce que vous voulez, qu'elle n'a pas pu vraiment réaliser son projet d'agriculture biologique ou de potager biologique. Je referme la parenthèse. Revenir à Eleanor Roosevelt, pour vous dire simplement qu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1945, il y avait 20 millions de Victory Gardens aux États-Unis qui produisaient 8 millions de tonnes de légumes par an et ça représentait 42% de la consommation de la population américaine dans les jardins familiaux. Vous avez vu la presse vous parler de ça? Vous avez vu quelque part une enquête intelligente, à part cette journaliste, Michel Basset, vous abreuvez de bonnes nouvelles comme ça? Non? Alors moi je me suis dit, pour faire la préface d'un livre comme ça, il faut que je sois original aussi. Hein. Donc j'ai essayé de trouver des idées. Internet c'est vraiment un très bel outil, hein. Ça peut être la pire et la meilleure des choses, mais c'est quand même un bel outil. Je suis tombé sur une ordonnance de Charlemagne. Ça remonte loin, hein. 796. Le capitulaire de Willis. Allez vérifier ça sur Internet. Vous allez voir, c'est prodigieux. Qu'est-ce qu'il demandait, le roi? Il n'était pas encore empereur, hein, 796. Non, mais je vais vous montrer que je connais l'histoire quand même aussi un petit peu. Il demandait à toutes ces communautés rurales, monacales, paroissiales, de cultiver les 94 plantes essentielles à leur bien-être, à leur sécurité, qui étant constituées de plantes alimentaires, de plantes médicinales et de plantes textiles, tinctorielles, pour être manufacturées. Entre guillemets, moi qui pilote toujours la partie formation de la ferme de Sainte-Marthe, puisqu'on est une ferme école avec régulièrement 30 stagiaires en permanence, je le renseigne. D'ailleurs, il y en a qui sont là d'ailleurs. Ils peuvent vérifier ce que je dis. On raconte et on recense toutes ces histoires-là
pour montrer à quel point nous devons redevenir autonomes avec des moyens simples, naturels, efficaces, économes. Voilà. C'est comment dire, ce que nous devons viser tous. Alors, ce que je voulais vous dire, j'avais un peu perdu le fil, c'est qu'on n'a pas le droit de leur parler de plantes médicinales. C'est interdit. Figurez-vous que c'est le monopole de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Je ne savais pas qu'on en était arrivé là, au point de censurer notre langage d'un mot, d'un terme qui a accompagné depuis des millénaires l'évolution de l'humanité. Plantes médicinales, vous vous rendez compte, c'est devenu le monopole. Vous n'avez pas le droit d'en parler. On peut vous attaquer pour ça. Pardon? Oui, c'est madame derrière, c'est la dictature, c'est-à-dire que le vivant est en train d'être accaparé par une poignée de multinationales qui n'ont vraiment pas intérêt qu'on revienne en arrière, bien entendu, parce qu'effectivement, on pourrait se passer d'eux. Et ils sont en train de mettre des licences partout. On ne peut pas s'échanger des orties, on ne peut pas s'échanger de poireaux, on ne peut pas s'échanger des graines, pour qu'ils en gardent le monopole et être en hybride de 3e ou 4e génération, pour que surtout ça ne repousse pas, et qu'on aille encore chercher nos petits paquets de semences chez le marchand. Il n'est pas, paquets de semences, pas les paysans, il n'est pas impossible, comme le canular du New York Times dans les années 1900, que les marchands de chandelles nous obligent à fermer nos portes et nos fenêtres pour ne pas subir la concurrence déloyale du soleil. C'était avec les OGM, c'est un petit peu... Alors, maintenant, on se rend compte, et je dis à mes amis politiques de gauche ou de droite, et mon député, il va falloir que vous fassiez attention, vous, maintenant, parce que on a repéré la collusion entre le monde affairiste et le monde politique. Oh, qu'est-ce que tu veux encore raconter? Je dis, bah oui, c'est simple. Quand je prends l'exemple du capitulaire de Willis de Charlemagne, qu'est-ce qu'il voulait? Ces gouvernants qui probablement n'étaient pas meilleurs au sens de l'amour des autres et tout ça, mais qui, par intelligence, savaient que si leur population était bien et vivait en harmonie, ils n'auraient pas de souci avec elle. Donc l'idée, c'était de leur permettre d'atteindre facilement cette satiété, harmonie, de pouvoir satisfaire tous leurs besoins eux-mêmes. Et aujourd'hui, quelle est la différence avec le monde politique d'aujourd'hui? Aujourd'hui, si dans la société civile, on trouve une idée intéressante pour vivre mieux, confortablement, en sécurité, vous voyez apparaître tout un bataillon de normes et de lois plus hypocrites les unes que les autres, pour vous empêcher de le faire. Et mon député me dit, non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, l'interdiction du purin d'ortie, à ton avis, c'est pour aider qui? C'est pour aider la population ou c'est pour aider Monsanto? L'interdiction des plantes médicinales et de toutes les possibilités de se soigner soi-même avec des recettes ancestrales qui ont fait leurs preuves, c'est pour aider la population, pour aider Servier. L'interdiction d'échanger des graines entre les paysans, de pouvoir diffuser toutes ces variétés qui ont accompagné l'évolution de l'humanité, c'est pour aider qui? L'industrie semencière ou les populations? Et là, il commençait à blêmir un peu. Il doit le savoir quand même. C'est pas évident. C'est pas à ce point. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, mais il y a le déni. Oui, mais bon, on vit à une époque particulière. Voilà, tout ça va rentrer dans l'ordre après. On peut pas toucher à des systèmes qui sont bien ancrés, qui sont puissants, qui font aussi le chantage à l'emploi, alors que c'est eux qui détruisent l'emploi, évidemment. Voilà. Donc il y a tout ça. Maintenant, il faut que chacun de nous répète ça, et dans les réunions publiques, et partout, de façon à mettre mal à l'aise, parce que là, je peux vous dire qu'ils étaient mal à l'aise. Voilà. Et que, oui, ils se sont dit, bon, on peut plus laisser croire qu'on ne le sait pas et qu'on ne le voit pas. C'est pas possible. Vous avez entendu la représentante d'un ministre écologiste a été virée cet après-midi? Oui. Vous voyez, ça va, parce qu'on a baissé le budget de l'environnement. C'est une preuve supplémentaire qu'il ne faut rien attendre de là-haut. Ce sont des incapables, ce sont des mafieux. Oui. Pas Bah, ça, c'est radical au moins. Non, mais plus il va y avoir d'excès dans ce sens,
plus il y aura de viande de cheval dans les lasagnes à la place du bœuf, etc., plus les gens vont s'éveiller et décider de se prendre en main eux-mêmes. C'est ça le changement de paradigme, le changement de civilisation, il est là. Hein. Que faire contre ces grosses sociétés si nos gouvernants qu'on a élus ne font rien? Comment on peut faire? Coluche avait une formule. Il disait dire que si on n'achetait pas, ça ne se vendrait pas. Et si vous avez vu le film de La Belle Verte de Colin Serrault, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a eu la période des grands procès. Vous avez vu le basculement avec cette planète verte, la Belle Verte. Donc, ça va être long peut-être, mais voilà. Là, on est en train de se mettre en colère. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il commence à avoir du fiel, mon foie me fait mal. La colère, c'est le foie. Hein. Et donc, c'est pas bon pour notre santé. Alors, il faut qu'on reste dans les choses positives. Non, mais c'est pas une plaisanterie parce que ça sert à rien de se mettre en colère. Ça ne sert à rien. Ça peut faire plaisir un moment, on s'explose un moment, mais c'est extrêmement stérile et même c'est toxique. Voilà. Donc, je ne suis pas meilleur que les autres. Hein. Là encore, je ne suis pas en train de faire la morale. Ça m'est arrivé de dire, quand j'ai vu certaines exactions, mais là, je prends les armes. Mais non, évidemment non. Non, ce n'est pas la solution. Vous ne pouvez pas imposer de force des choses quand le moment n'est pas venu, que les populations ne sont pas prêtes et tout ça. Donc il faut prendre le temps et avancer. Et attendre, comme Victor Hugo disait, rien n'est plus fort qu'une idée qui arrive à son heure. Voilà. Et il y a des choses qui arrivent à l'heure. Et ça revient, l'heure de ces choses vont venir, parce que c'est de l'intelligence, c'est de la logique, voilà, c'est tout. Et les gens qui continuent à servir le monde et à laisser dans l'ignorance la souffrance et le mensonge, eh ben, à un moment donné, ils vont se trouver débordés par des gens intelligents qui vont se prendre en main. Et voilà, j'attends ça avec impatience. J'espère que je ne quitterai pas la Terre avant de le voir un peu. Alors, Philippe, j'ai des questions, Philippe, là. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, et une petite intervention, si vous voulez partir, n'oubliez pas qu'il y a des livres en vente là-haut, des ouvrages de Philippe et de Marie-Monique Robin également, donc faites un petit crochet. Voilà. Alors, moi, j'ai un petit livre qui ne coûte pas cher, il vaut 6 €, je crois, qui s'appelle « Manifeste pour un retour à la Terre » et qui reprend tous les éléments avec les preuves que nous ne pouvons pas faire l'économie d'un retour massif à la Terre pour s'occuper de la Terre, étant donné qu'on l'a abandonné, la Terre, en masse depuis 40-50 ans, puisque c'est 11 millions d'acteurs ruraux qui sont partis. C'est à peu près, grosso modo, les précaires et le chômage actuel, le niveau du chômage actuel. Je ne dis pas que c'est les mêmes, mais grosso modo, c'est un peu ça. Voilà. Oui, 2 choses, s'il vous plaît, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, les plantes médicinales, je pense à l'entreprise qui est près d'Angers, qui s'appelle Camifolia, et cultive les plantes médicinales. Elles ne sont donc pas totalement interdites, pour les arboristeries aussi. Je ne sais pas quels sont ses clients. Et puis, autre chose, voilà, Coluche dit, effectivement, pour lutter, n'achetons pas ce qui n'est pas authentique. Là, je pense à un produit, par exemple. Là, on est en pleine période, pratiquement des melons. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut produire du melon sans ajout de pesticides? Il paraît que c'est une des plantes les plus traitées. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des périodes et des variétés de melons. Hein. Ce qu'on a maintenant, c'est ceux du sud, de Provence ou de Cavaillon. Et après, vous avez, dans la foulée, au mois de septembre, les melons de Vendée, des Charentes. Les melons Pantalou, d'ailleurs, à l'origine étaient les Charentes. Et c'est vrai qu'un melon ne doit pas revenir, une culture de melon ne doit pas revenir avant 7 ans sur la même parcelle. En raison des champignons, de la pourriture qui peut se développer, qui va se développer, qui va s'accroître sur cette parcelle. Donc ils connaissent ça, donc ils savent faire une rotation au minimum 7 ans. Alors c'est vrai que c'est une plante fragile. Je pense qu'il y a des variétés de melons qui sont plus résistantes les unes que les autres. Nous, au catalogue, on a quelques-unes qui sont amusantes. Il y a le petit noir, le noir de Carme, le petit gris de Rennes, et puis il y a le blond vieille France,
qui sont des melons rustiques. On retrouve le sens de ce terme rustique. Qu'est-ce que ça veut dire rustique? Ça veut dire, ça a pratiquement disparu, hein. Les plantes rustiques ont été éliminées par la force des choses, il n'y a plus de marché pour elles, et puis on a tellement bien encadré, vous n'avez plus que des hybrides dans les catalogues officiels, et on a poussé vers la sortie la plupart de ces plantes qui ont accompagné l'évolution de l'humanité, et dont nous, on a, par exemple, on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup maintenant qui se sont rendus compte de l'intérêt de la biodiversité, que c'est une vraie richesse. C'est des plantes rustiques, c'est celles qui ont développé des aptitudes pour valoriser au mieux une situation donnée, c'est-à-dire un terroir, un climat, altitude, etc., ensoleillement. Voilà. C'était ça les plantes rustiques. C'est pour ça que les petits paysans mettaient un point d'honneur depuis des millénaires à adapter leurs plantes à leur situation. C'est pour ça qu'il y avait des milliers de variétés dont on pleure aujourd'hui la disparition. Vous voyez la différence entre l'industrie semencière qui, elle, pense vendre sa plante miracle unique à l'ensemble de la planète, mais avec toutes les béquilles technologiques et chimiques pour que ça marche, quoi. Évidemment, parce que ça ne peut pas marcher. Les petits paysans, eux, avaient une démarche complètement différente. C'était d'adapter, c'était de choisir la plante la plus adaptée à une situation donnée. Voilà. C'est ce qui a fait la biodiversité dont nous avons profité jusqu'à maintenant. Vous savez qu'il y avait 1000 variétés de pommes au début du XXe siècle en France. 2000 aux États-Unis, des variétés de pommes. Il y en a combien de reste, à votre avis? Une vingtaine. Oui, mais sur les marchés, même pas, de variétés commerciales. Vous en avez 4 ou 5 maximum, qui en plus sont des hybrides américaines. Granny Smith, Golden, Red Star, une rouge, une jaune, une verte. Voilà. On est aussi... on joue avec les couleurs. Une pomme qui était bicolore ou tricolore, on m'a raconté à l'INRA, elle ne se vendait pas. Les gens étaient désemparés parce qu'une pomme, c'est ou jaune, ou vert, ou rouge, mais ça ne peut pas avoir les deux couleurs. J'ai entendu ce discours-là. Je suis très optimiste par rapport au montage, au film que nous venons de voir, mais je suis très inquiète parce que en 91, quand Bush père voulait faire le nouvel ordre économique mondial et qu'il avait dit jamais nous ne brevetterons les graines pour que l'humanité puisse se reproduire, ils n'ont cessé de le faire. Et là, il est question qu'ils interdisent le fait de breveter l'humain. Et je m'inquiète beaucoup parce que s'ils annoncent ça, c'est qu'on ne sait pas où on va aller. Et pour revenir dans l'agriculture, en Europe, il y a un décret qui est passé comme quoi les jardins potagers seraient interdits. Non, c'était aux États-Unis, ça. Oui. C'est Monsanto qui a demandé ça. Oui, et que ça serait considéré comme de faire de la concurrence déloyale. Oui. Alors, c'est fermer les portes et les fenêtres pour ne pas bénéficier de la, la lumière du soleil. On peut s'inquiéter quand même. Oui, non, mais je ne crois pas. Vous savez, vous avez bien vu, tous les régimes totalitaires, toutes les civilisations ultra-puissantes, elles sont où maintenant? Pensez à Rome, la Grèce, l'Égypte, etc. Elles sont toutes dans la poussière. Donc, voilà, ça détend. Il y a une progression en puissance. Et chaque élément, chaque détenteur d'un pouvoir ou d'une puissance n'a de cesse que de vouloir le renforcer. Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme dit le proverbe. Et à un moment donné, tout ça s'effondre parce que c'est pas logique et c'est contre la nature. Voilà. Le mariage homo. Ah non, non, ne me posez pas cette question-là parce que ça c'est un sujet que je ne veux pas aborder. Non, non, je m'occupe des plantes. Non mais déjà, on a fort à faire hein, avec l'agriculture, l'alimentation. Maintenant, je peux vous dire autre chose, mais je voudrais pas vous priver de la parole parce que je suis très bavard. Et vous pouvez me tenir comme ça jusqu'à demain midi, même plus. Il y a tellement d'histoires à raconter, tellement d'anecdotes qui apportent des preuves de l'eau à notre moulin, que moi j'ai très envie de vous délivrer ça également. Mais si on attend 5 minutes, après, quand vous aurez posé vos questions, je veux bien vous dire quel est le mal intégral que nous avons, auquel nous sommes confrontés.
c'est la manière dont on se sert de l'argent et de la monnaie. Alors ça, je veux bien vous en dire 2 mots tout à l'heure. On continue les questions? Oui. En ce moment, on est en pleine négociation pour un libre-échange avec les États-Unis. Alors, après avoir entendu ce qu'on a entendu, nous ne sommes pas le Mexique, peut-être, mais néanmoins, pour ne prendre que l'angle de l'alimentation, si c'est pour qu'on nous envoie des poulets désinfectés à l'eau javélisée ou des bœufs traités aux hormones somatropines, oui, voilà, traités aux hormones et en feedlot dans des conditions d'élevage qui sont ce qu'elles sont aux États-Unis, on peut trembler là aussi, hein, parce que moi je suis pas un adversaire de la viande. Je sais que beaucoup de gens sont, mais d'une certaine viande, c'est-à-dire que bien sûr pour produire de la viande, c'est l'équivalent de X kilos de céréales sur le plan énergétique, etc. Il y a beaucoup à dire, enfin je n'ai pas le temps. Mais par contre... Si, c'est important. Oui, c'est très important. C'est important parce que vous avez dit céréales, pour nous des ruminants, franchement, c'est une hérésie, ça. Oui, absolument. Non, mais justement, je voudrais, 3 secondes, s'il vous plaît, terminer sur cet aspect-là. C'est vrai que si on consomme une viande produite à base de céréales, c'est aberrant. Par contre, si on prend les choses froidement, disons, objectivement, qu'on regarde nos paysages et la réalité des espaces, de certains espaces qui sont incultivables pour cause de relief, etc. On en connaît pas très loin d'ici en Normandie. Le Morvan, par exemple, ce sont des terres qui ne sont pas qui ne sont vouées qu'à l'herbe. Donc, moi, consommer du bœuf issu d'herbe, je ne culpabilise pas du tout. Or, je regrette franchement que le discours général, trop général, consiste à dire qu'il ne faut plus consommer de viande, ou etc. Donc, j'ai 2 questions dans une, excusez-moi, mais voilà mes questions. Alors, écoutez, il est certain que le niveau de consommation d'alimentation carnée aujourd'hui est excessif et dangereux, même sur le plan de la santé. Ça, c'est clair que, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire, ceux qui veulent continuer à manger la viande devront le faire d'une manière un peu plus modérée, parce que la planète ne peut pas soutenir ce régime-là. Vous savez qu'on a 3 milliards de ruminants sur la Terre. Je ne parle pas en même temps des bêtes sauvages, parce qu'on pourrait rajouter au chiffre, mais les ruminants, 3 milliards, on a 6 milliards de porcs, et puis on a 10 milliards de volailles. En plus de la charge des êtres humains. Je ne sais pas si vous voyez la pauvre planète. D'autant plus que ces animaux sont concentrés souvent. On voit à l'ouest de la France, il y a, je ne sais plus, je pense que l'essentiel de l'élevage laitier est dans l'ouest, des porcs et des volailles sont dans l'ouest, ce qui explique le drame de la Bretagne avec les algues vertes, etc. Donc, il y a vraiment à réguler à nouveau. Mais c'est vrai, ceux qui mangeaient modérément de la viande auparavant assumaient une sorte je dirais, de rôle social et écologique, dans le sens où il y a des territoires qui ne peuvent pas être valorisés ou exploités autrement qu'avec l'élevage. Parce que le système digestif du ruminant, c'est une formidable machine à transformer la cellulose des prairies, et donc de valoriser les prairies et les territoires comme ça. Donc il faut aussi faire la part des choses. Il y a des gens qui ne peuvent plus manger de viande. Moi, je fais partie des gens qui ne mangent plus de viande rouge depuis 20 ou 30 ans. Par goût, comme ça, voilà, je suis encore un peu aux viandes blanches, mais voilà, je suis assez modéré sur ce sujet-là, et je m'en porte très bien. Voilà. Donc, je crois que c'est à chacun, c'est pas de faire des leçons de morale, c'est à chacun, d'abord pour sa santé, de faire des repas carnés que quelques fois seulement par semaine, et d'avoir aussi toutes ces protéines oubliées, ces protéines végétales, qui étaient les pois, les haricots, tous les légumes secs, qui étaient très riches en protéines. Donc voilà, là-dessus, c'est à chacun d'ajuster en fonction de ses goûts
et de ses besoins. C'est ça ma réponse. Et c'est vrai qu'il y a des régions, comme les régions marécageuses, je pense à l'embouchure de la Loire, je pense à la Brière et à tout. S'il n'y avait pas l'élevage là, il n'y aurait pas d'économie locale possible. Parce qu'il y a des agriculteurs, des éleveurs qui permettent de dégager, de maintenir une économie locale qui permet d'entretenir les paysages, d'avoir du tourisme et de garder un lien social important dans ces régions. Sinon, il n'y aurait plus rien. C'est ça ou la friche dans ces zones. Oui, c'est ça, oui. C'est bien ce que vous voulez dire. Oui, oui. Non, mais je reconnais ça. Ceci dit, c'est une question de dosage. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, arrêter d'engraisser des ruminants avec des céréales et du soja. C'est pas du tout... Les farines animales. Ah oui, alors là... Non, mais ça, c'est blasphème intégral, là. Non, non, évidemment. Et le libre-échange, le libre-échange, c'est le renard dans le poulailler. Voilà. Vous ouvrez la porte et vous mettez le renard dans le poulailler, ça s'appelle le libre-échange. Surtout aucune contrainte, rien. Et allez-y, goinfrez-vous de tous les plus faibles. C'est ça, pour moi, c'est ça, le libre-échange, tel qu'il est pratiqué, hein, tel qu'il est pratiqué par le système mondial en place. Hein. C'est ça, c'est d'ouvrir la porte. Et vous vous rendez compte, libre-échange, vous vous rendez compte l'inversion des termes. Libre-échange, quand on a interdit aux paysans de s'échanger des graines entre eux, libre-échange pour qui? Voilà. Oui, oui, merci. Merci. Mais de temps en temps, ça fait du bien de faire monter l'adrénaline un petit peu, là. Non, non, mais... Bon, je joue un rôle, voilà. J'essaie de... Libre-échange pour Monsanto. C'est ça. C'est ça. Et est-ce à l'État d'organiser des associations de consommateurs pour se défendre, ou est-ce plutôt aux consommateurs de s'associer pour se défendre? Oui, mais le rôle du politique, c'est quand même d'être l'arbitre et de veiller à la bonne marche, à la loyauté des transactions. Là, il ne veille pas à la loyauté des transactions, il privilégie que les gens qui leur donnent de l'argent pour se faire élire. Vous comprenez? Alors là, c'est pareil, je fais un raccourci. Je ne vais pas dire que tous les politiques sont pourris, mais... Oh, ah non, là vous exagérez. Bon, je ne vais pas vous suivre. J'en connais qui ont une certaine honnêteté. Ils sont coincés dans un système dans lequel ils ne peuvent pas vraiment donner la pleine mesure de leur talent ou de leur conscience, je ne sais pas. Hein. Bon, ils s'honoreraient à démissionner. Vous avez raison. Ils s'honoreraient à démissionner quand ils ont compris Allez-y, question. Eh bien, moi, je voudrais simplement apporter un petit témoignage qui est quand même en lien, même s'il est périphérique, qui garde quand même un certain lien avec ce que nous avons vu. Je suis en charge de l'éducation académique de nos têtes blondes, et notamment des petits qui vont de la 6e à la 3e. Et depuis plusieurs années, je travaille avec eux tous les ans, à tous les niveaux, sur l'environnement, sous toutes ses facettes, par le biais de diverses séquences. Eh bien, en 6e cette année, enfin déjà l'année dernière, je peux déjà vous dire par exemple qu'un élève m'a demandé à quoi servaient les baleines, puisqu'on travaillait sur l'extermination des baleines par les grands pêcheurs. Et puis cette année, j'ai eu la surprise avec les petits 6e. Bon, nous avions bien travaillé, donc j'ai eu envie de les récompenser pour montrer une autre facette du professeur. Et une fois n'est pas coutume, parce que je le fais très rarement, je leur ai apporté il y a 3 semaines des bonbons bio. J'ai pris la peine d'aller chercher des bonbons bio et j'ai mis ça dans un bocal pour qu'ils ne le voient pas. Et j'ai distribué à la fin de l'heure 2 bonbons chacun. Et je n'ai rien dit. Ils sont partis. Et puis il me restait dans le bocal des bonbons. Donc 2 ou 3 cours plus tard, j'aurais dit, je ne sais pas s'il y en aurait assez pour tout le monde, mais on va bien voir. Et la moitié de la classe m'a dit, oh non madame, c'était pas bon, on a eu mal au ventre, c'est mal passé. Bon. Alors je leur ai quand même expliqué ma démarche, en leur disant, mais écoutez, j'ai pris la peine d'aller chercher des bonbons bio pour votre ventre, pour que vous n'ayez pas mal plus tard et que vous soyez peut-être un petit peu protégés, même s'il faut faire attention au sucre. Et puis là, aujourd'hui même, mes petits 6e, je suis allée chercher des biscuits bio.
Et je leur ai distribué ça pendant un film que je leur ai passé. Je suis professeur d'anglais, donc je leur ai passé un film en anglais, sous-titré, et je leur ai donné un biscuit. Par politesse, ils me l'ont pris. Et je me suis rendu compte qu'une bonne moitié de la classe gardait le biscuit dans la main en le cachant. Et à la fin de l'heure, ils m'ont dit, parce que j'ai fait la réflexion, ils m'ont dit, mais madame, on n'a pas très faim. C'était gentil, c'était poli. Et je me dis qu'il doit bien y avoir un lien avec tout ça, quoi. Et je me dis, tous ces enfants qui sont imprégnés de marketing, moi, par exemple, qui travaille vraiment, qui fait l'effort de vraiment travailler beaucoup là-dessus, je me nourris de toute cette philosophie. Et puis aussi, je reste optimiste, mais quelquefois, je me pose des questions. C'est impressionnant ce que vous nous dites là. Parce que là, j'imaginais pas ça. Eh bien, vous savez, aujourd'hui encore, j'ai vécu, j'étais très, très surprise. Très surprise. Ah oui, je comprends. Moi, je vis dans ma bulle, sans doute, et on ne se rend pas compte du décalage qu'il y a entre ces gens qui sont formatés par la télé, les publicités permanentes sur les Mars et compagnie, et qui ont d'ailleurs déformé le goût par la même occasion, donc c'est vrai qu'ils ne peuvent plus retrouver le goût. Essayez de faire boire un lait cru. Bon, le lait, c'est pas un aliment extraordinaire quand on est adulte, mais à des enfants, leur faire redécouvrir le lait, le vrai lait, qui vient du pied de la vache, ils ne peuvent pas, hein, parce que l'odeur est trop forte, ils ne sont pas habitués à ça, ils ont besoin des trucs édulcorés. Donc c'est vrai. Et quand encore, ils ne vous demandent pas de leur montrer l'arbre à œufs. Parce que c'est arrivé, ça. Certains m'ont dit, certains élèves gentiment m'ont dit, mais madame, c'est tellement bon les bonbons qu'on mange, je préfère avoir un peu mal au ventre. Vous déformez. Voilà. Là, il y a vraiment un gros effort à faire. Hein. Je ne sais pas si on va y arriver. Pourtant, il y a énormément de retours à la bonne cuisine, Oui. des émissions culinaires, Oui. le goût, ça repart. Oui, c'est vrai. Mais on est désemparés, on ne sait pas quoi faire. Là c'est un cas très particulier, mais c'est impressionnant. Mais vous savez, c'est peut-être tous les niveaux, parce que c'est un troisième qui m'a demandé à quoi servaient les bananes l'année dernière. Si elles servent à rien, ils n'ont rien à faire là. C'est clair. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, et vous, ça va quoi? Très bien. Monsieur? Oui, je voudrais faire deux remarques très rapides. La première, c'est que j'ai été frappé dans le film par toutes les expressions de joie des personnes qui se sont exprimées et toutes ces expressions de grande intelligence. Pourtant, ce qu'ils disaient n'était pas particulièrement brillant, mais il y avait une intelligence, ils faisaient partager une grande intelligence de leur métier. C'est vrai qu'ils avaient envie d'exprimer. J'ai trouvé ça très émouvant, même à certains moments. Et je me disais, est-ce que dans nos entreprises, on arrive à susciter ce genre de choses? Pas suffisamment. Je dirais pas tellement, parce que ce serait faux, mais on a un peu envie d'être comme ça. La deuxième remarque, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je m'interroge en me demandant si ce n'est pas contre-productif de pointer du doigt les grandes multinationales. Moi, je serais plutôt tenté de pointer du doigt notre mode de fonctionnement général et notre complicité. Quand on va chez un médecin et qu'on dit « Mais docteur, vous ne m'avez rien donné », je trouve que c'est pas tellement mieux que le laboratoire qui pousse le médecin. Je connais de manière assez proche un agriculteur qui dit « Non, surtout, je ne veux pas me lancer dans la bio parce que ça me permet d'avoir une deuxième activité à côté. » Mais du coup, il ne s'intéresse plus du tout à ce qu'il fait. Et je me dis que nous sommes quelque part tous un peu complices parce qu'on a perdu aussi l'esprit critique et que la télévision et les médias, enfin, de manière générale, on n'a pas le droit de penser différemment. Et que si on peut réenraciner l'esprit critique, on va peut-être aller un peu plus dans ce sens-là. Je ne sais plus qui disait, je m'inquiète et je suis pessimiste, moi je suis très optimiste après avoir vu ça, parce que je trouve que on sent que ça va proliférer. Ah oui. Ça va prendre du temps. Je confirme, hein, parce que là, elle me l'a dit encore il y a 2 jours, j'ai eu au téléphone Marie-Monique Robin. Elle regrettait de ne pas avoir mis dans son film une histoire que je connais très bien depuis des années, qui s'appelle le système de riziculture intensif à Madagascar, et maintenant au Cambodge et aux Philippines,
les petits riziculteurs malgaches multiplient par 10 leur récolte, par rapport par 10, avec leurs petites mains, sans engrais chimiques, sans pesticides, sans semences améliorées, avec 100 fois moins d'eau et 10 fois moins de semences. Comment ils font? Ils font rien de plus que d'appliquer les grands principes, 4, 5 grands principes de l'agriculture, disons, archaïque. Hein, parce que, évidemment, pour rendre ringard ces systèmes, puisque c'est pas aussi valorisant que d'avoir des tracteurs de 3 mètres de haut qu'on voit bien derrière les talus, et puis avec tout le confort à l'intérieur, et puis tous ces produits clinquants qui vous montrent que vous êtes vraiment quelqu'un de bien intégré dans le monde actuel et dans le progrès. Et bien eux, ils n'ont rien de tout ça. Ils ont que leurs petites mains. Il n'y a même pas de traction animale là où je parle. Ces petits films-là, vous pouvez aller les chercher sur YouTube. Ils sont en accès libre. C'est Corinne Lalo, qui est grand reporter à TF1. Oui, même à TF1, où il y a des gens extraordinaires. Donc il faut se méfier quand on dit les politiques, quand on dit les journalistes, etc. Il y a des gens extraordinaires. Et là c'est vraiment jubilatoire ce que vous allez voir. Il y a au moins 2 films. Il y a le riz qui a de nombreux enfants. Et vous avez un petit film de 15 minutes au Cambodge. Extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il vous montre en même temps les freins au changement. Il y a un petit paysan. Il a fallu qu'on insiste, que le vulgarisateur insiste plus de 2 ans pour le décider à changer ses méthodes de production de riz. Parce qu'il disait, tu l'as vu le film toi, il disait, mes yeux, je ne voulais pas croire ce que mes yeux voyaient. Et puis j'avais trop peur que mes voisins se moquent de moi. Et bien là, vous tenez le frein essentiel au changement, le regard des autres. Et une enquête de Biocop, il y a 7 ou 8 ans, avait tenté d'identifier les freins aux gens qui passent en bio, qui mangent bio ou qui passent en bio. Et ben c'est le premier des éléments qui empêchent les gens de changer. On veut rester dans le troupeau de moutons. On ne veut pas se distinguer. On a très peur du regard des autres. Donc il faut aussi bien se persuader de ça. C'est qu'en fait, vous avez raison. On est tous responsables hein, de la situation actuelle. Mais aussi parce qu'on a besoin, on a ça en nous, moi probablement aussi, c'est qu'on ne peut pas supporter quelqu'un qui soit différent. Donc tout le monde doit être, si on est bio, tout le monde doit être bio, ou tout le monde doit avoir la même vision qu'on a du développement bio. On n'a pas cette tolérance ou cette ouverture d'esprit qui permet de comprendre que l'autre, il est différent, il ne fait pas le même chemin, mais c'est drôlement important qu'il existe aussi, parce que dans la trame générale, c'est la stabilité de l'écosystème qui en dépend. Et qu'on ait le respect des autres qui sont... Moi, je me le dis pour moi, ce que je vous dis là, hein, parce que moi, j'ai la réaction basique, c'est qu'est-ce qu'on a, il fait pas comme les autres. Voilà. Mais ça, c'est aussi une question que l'on doit creuser chacun en nous, en disant, mais on devrait se féliciter d'avoir des gens qui soient complètement différents de nous, qui aient une autre vision et qui nous apportent une richesse à l'ensemble. C'est philosophique, hein, ce soir. Je voudrais compléter ce que tu dis. Éric Caillot, moi je dis porte-parole pour la conférence. Oui, agriculteur bio. Je suis agriculteur bio, mais c'est pas grave. Oui. Ça se soigne, ça se soigne. Et je voudrais dire que dans le cadre de mon activité militante, on est en train d'essayer d'organiser des rencontres avec des copains de la Fédération des exploitants agricoles aussi. Et le premier frein, effectivement, ça a été, mais les autres, ils vont dire qu'on est coq. Donc, on rejoint. Deuxième point, une proposition pour la dame qui est enseignante. On a un réseau de fermes pédagogiques sur la Sarthe, dont on fait partie, nous, qui permet aux enfants de découvrir la ferme et de mieux comprendre le produit de la prairie ou de la haie, on va dire, du ciel, de l'énergie, jusqu'à l'assiette. Et ça, ça donne envie de manger, de goûter certains produits. Le point sur lequel je voulais insister par rapport au film, qui a été évoqué, c'est ce satané libre-échange.
et revenir sur l'activité politique, puisqu'on est en train de négocier la politique agricole commune de l'Europe. Et je ne vois pas de grands projets. Depuis 1992, on est en train de négocier, on est toujours sur des mesurettes, je suis là pour l'information un petit peu, où on essaie de rendre compatibles toutes les aides aux agriculteurs pour qu'elles s'intègrent bien dans ce libre-échange. Donc on n'est plus à l'aide à une culture, mais on est à une aide déguisée en agriculteur. Donc c'est une agriculture de pays riches. Dans un détournement de fonds publics. On est dans un détournement de fonds publics. Voilà. Donc ça, je voudrais absolument que tout le monde soit bien conscient qu'il ne s'est encore rien passé, ou si peu. Une question quand même sur l'évolution de l'agriculture. On a vu qu'on a eu de la recherche malgré tout sur les semences qui ont permis d'augmenter la productivité du travail, avec toutes les réflexions qu'on a autour des certificats d'obtention végétale. On en a parlé tout à l'heure, de la privatisation, de brevetabilité de la semence. Derrière, il y a une autre chose très importante qui me semble à parler, c'est la mécanisation. Et cette incroyable productivité qui a été multipliée par 200 ou 2000, voire grâce à la mécanique. On a vu dans le film, et on mélange un peu souvent dans ce genre de film, des gens qui sont sur de l'agriculture familiale ou de vente, et on les met en comparaison avec des systèmes où on doit se débrouiller sur une agriculture d'exportation. Il ne faut pas oublier, à mon avis, que personnellement, je trouve que la mécanique, ça a été un fabuleux outil. J'ai entendu mes grands-parents, oui, dire qu'ils avaient été très heureux dans des fêtes de moisson, mais qu'est-ce qu'ils en ont chié? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment le progrès? Je pense que la mécanique nous a permis un beau progrès. Par contre, on peut regretter qu'il ne soit pas partagé. Quant à l'énergie qui fait marcher les machines, j'espère qu'on arrivera à trouver. Il y a un scénario After 2050, je ne sais pas si on peut en parler. Bon, je te laisse en parler. Non, mais par contre, je voudrais reprendre tes propos sur le fait que la mécanisation, ça a été un gain de productivité. Non, ça a été un déplacement de la productivité, ça n'a pas été un gain de productivité. Je vais dire pourquoi. C'est aussi à l'heure, parce que la moissonneuse-batteuse, qui nous a fait, et le tracteur, qui nous ont fait, soi-disant, gagner des heures et de la productivité, elle a effectivement permis à un paysan de nourrir 70 personnes à lui tout seul, grâce à cette mécanique, qui maintenant l'a ruiné, qui dépend d'énergie fossile, qui vont maintenant s'arrêter. Et la moissonneuse-batteuse, qui a soi-disant permis de gagner des emplois, enfin en tout cas de permettre à un seul de travailler beaucoup plus, ne fait pas le calcul de tous les gens qui ont été appelés à sa construction, de ceux qui ont construit la moissonneuse-batteuse, de ceux qui ont construit l'usine qui a permis de construire la moissonneuse-batteuse. Quand tu fais ce calcul-là, et moi c'est un inspecteur général de l'agriculture qui était un aide pas ordinaire, qui m'a dit, Monsieur Desbrosses, là on est saisi de vertige quand on comprend qu'un sac de blé ne peut plus nourrir tous ceux qui ont travaillé à sa production, avec la mécanisation. C'est à revoir complètement, recalculer. Maintenant, cette vision-là, qui est la vision actuelle, parce qu'il y a un accaparement du progrès, ne préjuge pas de l'intérêt et de l'avancée des techniques. Parce que je ne suis pas en train de dire, retournons en arrière, c'était mieux avant. C'était pas mieux avant. Je veux dire qu'ils ont subi, voilà, ils ont eu leur peine, leur part de peine, etc. Aujourd'hui, avec tout ce que nous savons, si nous voulions utiliser, si nous pouvions conjuguer les savoirs traditionnels de tous ces gens-là qu'on a vus là, avec la mécanisation, dosée, et non pas disproportionnée, avec la moissonneuse-batteuse pour 50 hectares de blé, ce qui oblige le gars à faire du blé tous les ans au même endroit pour amortir sa machine, qui a complètement dévié et qui ensuite va se retrouver avec un parasitisme, obligé de traiter, bref, pris dans un cercle infernal. Là maintenant on a compris ça, quoi. Donc si tu veux,
Moi, je suis complètement d'accord qu'on ne retourne pas en arrière. Ce serait un péché contre l'intelligence de ne pas accepter les avancées techniques et scientifiques qui vont continuer. Même, je vous dirais, à la limite, je suis bien sûr pas pour les OGM, surtout pas l'utilisation qui en est faite, mais chercher comment ça marche, je suis d'accord, pour savoir, pour avancer dans la connaissance. Ça, c'est, voilà. Et pas, évidemment, pour les mettre en divagation, faire la fortune de Monsanto et compagnie. Voilà. Tu vois comment il faut reprendre l'ensemble des raisonnements et dire qu'on nous a bercé d'illusions sur pas mal de choses et qu'on nous a entraînés dans des moyens disproportionnés en justifiant, et puis comme ça, à première vue, oui, on se dit, ah oui, évidemment, un tracteur, moi je le disais quand on a acheté les premiers tracteurs, ça va vous faire gagner des heures de travail, les gars. Ah oui? Comment ça se fait qu'ils travaillent la nuit? Ils travaillent la nuit pour payer les traites. Ah voilà. C'est ça. C'est le détournement de fonds. Voilà, c'est ça. Et quand je dis détournement de fonds publics, j'insiste là-dessus. Parce qu'en fait, toutes les subventions vont à 15% d'agriculteurs privilégiés, on sait qui c'est, hein, au détriment de toute une paysannerie qui est exsangue et qui s'en va, puisque pendant qu'on parle, tu peux me corriger, c'est encore une exploitation toutes les 20 minutes qui disparaît en France. C'était tous les quarts d'heure pendant 40 ans. C'est une toutes les 2 minutes en Europe, c'est vos chiffres, hein, ça, une toutes les 2 minutes en Europe. Est-ce que vous imaginez que depuis 40 ans, 50 ans, il y a cette hémorragie silencieuse alors qu'on va avoir de plus en plus besoin de la terre et des gens qui savent la cultiver? Parce que c'est ça la véritable richesse, quand le pétrole aura disparu, quand on n'aura plus tous les moyens sophistiqués, tous les artifices dont nous a abreuvé l'agronomie moderne, qui finalement s'est efforcé de manière quasi obsessionnelle à évacuer, à expulser au maximum toutes les fonctions naturelles et gratuites de l'écosystème pour y substituer les artifices polluants et coûteux de la pétrochimie, de l'industrie lourde, et faire de nous les otages permanents de ce système. Heureusement, les sols ne marchent plus, ils n'en peuvent plus. C'est ce qui va permettre que ça va s'arrêter par la force des choses, parce qu'on détruit tellement de sols qu'on ne pourra plus se nourrir. Et le hors-sol, avec des éponges, c'est bien. Mais le hors-sol, c'est toujours le pétrole. Hein. À un moment donné, voilà, on arrive au bout. C'est quand même drôle que cette humanité, contrairement à les humanités qui nous ont précédés, bien que, si on veut aussi aller fouiller un peu les Romains et compagnie, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait du bon, hein, parce que toute la Sicile, le Maghreb et le pourtour méditerranéen ont été détruits par les monocultures de blé déjà, puisqu'il fallait 40 millions de boisseaux par mois pour nourrir la plèbe à Rome, gratuitement, hein, du pain et des jeux. Déjà ça. Donc ils ont fait la guerre à Carthage, contre Cléopâtre et Marc-Antoine, et c'est Auguste qui a gagné. Et à ce moment-là, ils ont éradiqué toute l'agriculture phénicienne, qui était une agriculture vivrière qui couvrait l'ensemble du territoire et qui a laissé ce pays exsangue au point que Saint-Cyprien, qui était évêque de Carthage en 235, disait « mais c'est pas la fatalité tout ça, les changements de climat qu'il décrivait déjà, mais c'est tout ce que nous avons fait là ». Donc c'est drôle que l'histoire se répète, sauf que là, elle ne concernait que quelques petits territoires de la planète, et là, aujourd'hui, on l'a étendu à l'ensemble de la planète. Voilà, c'est ça la différence. Et il faut lutter contre le gigantisme. Oui. Et l'exemple japonais est formidable, mais il dit « j'ai 2 hectares et j'ai 100 légumes et je fais vivre 10 familles. Ouais. Et je suis en autarcie, je n'achète que le sel. » C'est ça. Est-ce que c'est reproductible? Je pense que ça l'est, et je vais vous donner... Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur YouTube, vous allez chercher SRI, Système de riziculture intensive, Madagascar, Corinne Lalo, le riz qui a beaucoup d'enfants, le riz de l'espoir. Mettez ces mots-clés-là, vous allez trouver tous ces petits films, vous allez voir, c'est jubilatoire. Montrez ça autour de vous, les gens ne vont pas en revenir. Est-ce que vous savez que à l'endroit où il y a le frère Hubert, c'est des jésuites agronomes, à Fianarantsoa, au sud de Tananarive, ils en sont à l'heure actuelle, la production de riz normale sur 1 hectare, c'est 24 quintaux, 30 quintaux maximum. Avec leurs petites mains, ils en sont à 240 quintaux hectares par an. Le frère Hubert me dit, on peut aller jusqu'à 300, mais il dit, j'ose même pas le dire, 240, parce qu'on ne nous croit pas.
Parce qu'il dit, savez-vous pourquoi les grandes institutions dont c'est la vocation de développer ces pratiques, CIRAD, FAO, etc., ils ne viennent pas nous voir? Vous savez pourquoi ils ne viennent pas nous voir? J'ai dit non, je ne sais pas. Parce qu'ils n'y croient pas. Ah, j'ai dit oui, c'est très scientifique comme attitude. Ça. Effectivement, aller voir des petits paysans qui font 10 fois mieux avec 10 fois moins, ça doit quand même être assez difficile pour ces beaux esprits qui tournent dans leur bureau avec des salaires, évidemment, qui n'ont rien de comparable aux vôtres, et aux miens, peut-être. Voilà. Donc, c'est tout ça, vous comprenez? Tout le système conspire à ce qu'il reste bien tranquille pour continuer. Je vous disais la monnaie tout à l'heure. Moi, je discute avec des économistes, hein, parce qu'ils attendent tous la chute finale, là, la monnaie mondiale. Vous savez ce qu'ils disent, les économistes, à l'heure actuelle? Ils vous disent, oui, on le sait, c'est mort, mais on achète du temps. Ils achètent du temps. Ça veut dire que, ou on tombe tout de suite, et là, il n'y a plus rien, ou on va essayer de, quand même, gagner un peu de temps pour... voilà, on ne va pas accepter de se faire mal immédiatement. C'est drôle, hein, comme... Je veux bien revenir sur 2 ou 3 petites anecdotes de monnaie, parce que vous allez comprendre le piège dans lequel on est, et toutes les histoires qu'on est en train de raconter là, d'exploitation, de profit, etc., c'est lié à la manière dont on utilise la monnaie. Dont on a rendu rare la monnaie. Pour nous empêcher d'échanger nos richesses. Il faut d'abord aller voir le banquier pour acheter très cher de la monnaie, sinon on ne peut pas s'échanger nos richesses. Vous voyez le piège? Imaginez que je vous distribue des pailles pour respirer. Vous n'avez plus le droit que de respirer avec des pailles. C'est limité, hein? Puis à un moment donné, je vous dis, allez, plus qu'une paille pour 2. Bon, ça commence à devenir dangereux. On va se dire, bah, si je lui vole sa paille, j'en aurai une de plus, etc. Enfin, vous voyez, le genre de climat qu'on entretient dans une société, lorsqu'on crée artificiellement et volontairement de la rareté pour empêcher les gens de vivre. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure parce que je ne peux pas m'empêcher de vous donner quelques anecdotes croustillantes qui sont allées jusqu'à l'assassinat de grands présidents aux États-Unis, par exemple. Oui? Nous avons tous nos ancrages paysans, nous sommes tous issus de là, de campagne. Ah oui, s'il y avait un micro, ce serait pas mal. Nous avons personnellement, familialement, merci, dans notre famille, une cousine dont le père était un paysan, une cousine de notre âge, à peu près, et qui nous avons des conversations qui tournent autour de ces sujets. Et un jour, elle nous a dit, mon père était paysan, il ne mangeait pas à notre faim, il ne mangeait pas à sa faim quand il était petit. Et quand il était jeune adulte, non plus. Il est devenu ouvrier. Alors comment peut-on croire aujourd'hui que mon père, n'ayant pas réussi à faire vivre sa famille, comment peut-on croire que l'on puisse nourrir l'humanité avec une agriculture biologique? Alors beaucoup de gens autour de nous pensent ça, parce qu'ils ont tous des exemples paysans, probablement, qui ressemblent à cet exemple. Ouais, mais c'est la même illusion dont on parlait tout à l'heure sur les gains de productivité. Hein. C'est qu'en fait, vous preniez des familles qui étaient déjà sous contrainte ou sous domination. Moi, mes grands-parents étaient métayers, partageaient moitié de la récolte avec le propriétaire, et ainsi de suite. C'était aussi un système d'exploitation hein, qui était différent de celui qu'on a maintenant. Mais c'était également la même chose avec la monnaie qui dure depuis maintenant 200 ou 300 ans. La manière dont on se sert de la monnaie. Aujourd'hui, ça a pris un tour scandaleux avec l'histoire des intérêts. Voilà. Vous savez que toute notre dette en France, c'est le cumul des intérêts depuis 1970. Hein. C'est pas de l'argent qu'on doit, ça. C'était décidé pour nous qu'on empruntait de l'argent sur les marchés mondiaux et qu'on allait payer des intérêts. Alors que la monnaie, elle nous appartient, elle appartient au peuple. Le franc, par exemple, ou l'euro, si c'était l'euro, mais ça appartient au peuple. Comment se fait-il qu'on doit aller l'emprunter à des gens qui nous taxent, qui se font payer une rente en échange? Je vous raconte ça tout à l'heure avec Lincoln et Benjamin Franklin. Pourquoi tout à l'heure? Parce qu'il y a encore des questions peut-être sur le sujet que je ne veux pas vous priver de continuer les questions. Moi j'ai une question. Oui, il y a une question. Oui. À propos de l'anecdote que vous donniez tout à l'heure sur les moissonneuses-batteuses et leur coût indirect, ouais.
Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, on entendait beaucoup parler d'une notion qui s'appelle l'empreinte écologique. Aujourd'hui, on va utiliser plutôt l'empreinte carbone. J'aimais bien cette notion, moi, même si elle n'était pas simple. Je voulais savoir si vous avez des informations sur qu'est-ce qu'elle est devenue, cette notion qui consistait à transformer en hectares ou en art de surface terrestre la consommation énergétique qui était celle de chacun. Enfin, voilà. Par exemple, j'entends souvent des gens dire qu'ils ont acheté des voitures écologiques parce qu'elle est électrique, etc. Alors qu'en fait, si on y réfléchit bien, quelqu'un qui achète pour une quatrième main une voiture qu'il continue de réparer est quelqu'un qui est beaucoup plus écologique, si on fait référence à toutes les énergies cumulées ou évitées. Voilà. Donc cette notion d'empreinte écologique, j'aimerais bien que, voilà, si vous pouviez éclairer ma lanterne, où on en est où? Elle continue à courir, l'empreinte écologique, et en même temps, elle est devenue un fabuleux marché du carbone, qui sert beaucoup les intérêts et qui est l'objet de scandales aussi sur ce sujet. Donc je ne peux pas m'étendre là-dessus, je dirais simplement que l'agriculture, elle a dit 14%, ou oui, 14%. La réalité, c'est que l'agriculture, si vous prenez tout son système alimentaire avec ces camions qui font le tour de la planète en permanence pour vous amener l'alimentation, plus les pertes et compagnie, c'est 33% de la production de gaz à effet de serre. L'agriculture, c'est le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Donc là, c'est là où vraiment il faut faire des économies, mais c'est normal. On va chercher l'énergie solaire emmagasinée dans le sol il y a des milliers d'années, c'est l'énergie fossile, au lieu d'utiliser l'énergie solaire renouvelable que nous avons tous les jours. Voilà, on a complètement orienté le système, rendu captif le système d'une énergie fossile dont quelques-uns seulement détiennent le pouvoir de vous le vendre. Voilà. Ils ne sont pas très nombreuses, les sociétés pétrolifères. Il y a des transitions à faire, certainement une transition... Le gaz de schiste, par exemple. Non, mais on peut aller jusqu'à l'absurde, hein, comme ça. C'est une fuite en avant. Les États-Unis, il y a maintenant 12 États qui sont arrosés encore un petit peu par la fameuse nappe fossile au Lagala, qui arrose depuis le nord Dakota jusqu'au Nouveau-Mexique. Elle baisse de 1 mètre tous les ans, mais on ne cherche pas à économiser l'eau pour l'irrigation, puisqu'elle ne se paye pratiquement pas, l'eau aux États-Unis, pour l'irrigation. Non, on est en train d'imaginer des projets pharaoniques de détourner des fleuves du Canada pour aller alimenter le Nouveau-Mexique ou l'Arizona. Non, on ne change rien de notre mode de vie. Il n'est pas négociable, disait Bush, d'ailleurs, je crois, hein, le père. Hein. Notre mode de vie n'est pas négociable. Eh ben, je crois qu'ils vont payer cher, en même temps nous, hein, parce qu'on est à la remorque aussi de ce système. Et donc, pour en revenir à l'histoire de la monnaie, il y a quelqu'un qui a un micro, là, je coupe la parole à quelqu'un. Je crois. Ça va. Bon, d'accord. Mais ça ne vous empêchera pas de poser une question encore après, si vous voulez. Je voulais simplement vous raconter quelques petites anecdotes qui permettent de prendre conscience du piège dans lequel on nous a mis ou on s'est mis volontairement. En 1760, Benjamin Franklin, le célèbre inventeur du paratonnerre, est aussi le rédacteur de la Constitution, l'un des rédacteurs de la Constitution américaine. Et donc c'est pour vous donner l'envergure du bonhomme. Et il est également ambassadeur de la Nouvelle-Angleterre, c'est la colonie anglaise, à Londres et à Paris. Et la première fois qu'il vient en mission à Londres, il est effaré devant les miséreux, les pauvres, les mendiants qui jonchent les trottoirs de Londres, qui pleuvent, qui ventent ou qui neigent. Il s'en étonne. Et les Anglais s'étonnent de son étonnement. C'est pas comme ça chez vous? Ah ben non, chez nous, c'est la prospérité intégrale, il n'y a pas assez de bras, on construit, on avance, on défriche. Et puis, en le cuisinant un peu, ces interlocuteurs anglais découvrent que les colonies anglaises fonctionnent avec une monnaie, on dirait aujourd'hui monnaie libre, une monnaie locale qui s'appelle le colonial streak. Et immédiatement,
une monnaie qui ne donne pas le intérêt. Et immédiatement, ils font prendre un décret royal pour que les colonies anglaises ne puissent plus, soient obligées d'utiliser la monnaie royale qui donne lieu à intérêt. Et dans ses mémoires, c'est ça qui est fabuleux, dans ses mémoires, Benjamin Franklin écrit qu'un an après cette mesure, la Nouvelle-Angleterre n'avait plus rien à envier à l'Angleterre pour ses miséreux, ses mendiants et ses pauvres. Vous avez vu ce que la mesure a fait en rendant la monnaie inaccessible ou rare, empêcher les gens d'échanger leurs richesses, les a projetés dans la même misère que nos sociétés qui sont sous domination du système financier international. Et là, ce n'était pas encore le pire à ce moment-là, parce que vous allez voir, ça va s'aggraver. Je fais un bond de 100 ans, j'arrive à Lincoln. Lincoln est confronté à la guerre de sécession, 1860-63, donc un siècle après. Il voit qu'il va perdre la guerre. Non pas parce qu'il n'a pas les soldats, les munitions, mais il n'a plus l'argent pour payer les soldes et pour payer les munitions. L'économie est en panne, l'agriculture également. Il dépêche une mission à la City à Londres, nouvellement créée, la fameuse Citibank, celle qui nous fait tant de mal encore aujourd'hui d'ailleurs, pour emprunter 450 millions de livres. Et les banquiers anglais disent « Oui, bien sûr, 30%, 40% d'intérêt. » C'est tellement énorme qu'ils renoncent. Ils renoncent, mais il crée ce qu'il appelle sa monnaie de guerre, qui s'appelle le greenback. Si c'est littéralement le dos vert, c'est peut-être l'ancêtre du dollar. Le greenback, allez sur Internet, vous allez découvrir toutes ces petites informations-là, y compris les professeurs d'économie qui vont vous en raconter beaucoup plus à Hambourg, etc., ou des gens de la Cour des comptes à Paris, des magistrats de la Cour des comptes, dont je tire une partie de mes informations, celles que je vous donne là. Donc, il crée ce greenback, il gagne la guerre. L'économie américaine repart en flèche, l'agriculture également, l'industrie, et pour sa réélection, en 1864, Lincoln s'engage devant le peuple américain à mettre à l'article 1 de la Constitution, s'il est réélu, que dorénavant, c'est le peuple qui frappe monnaie. La monnaie appartient au peuple. Elle ne peut pas être empruntée comme ça sur un marché en payant des rentes à des gens à qui on ne le doit pas. Qu'on paye le prix de la monnaie, de ce que ça coûte à faire, je comprends, mais payer des rentes, c'est pas du tout la même chose. Il est réélu, et à ce moment-là, dans le Times à Londres, en janvier 1865, le porte-parole des banquiers anglais écrit que si ce gouvernement américain continue ses malveillances envers qui? Envers les banquiers anglais. Ce gouvernement va devenir tellement prospère qu'il va détruire toutes les monarchies de la Terre, moyennant quoi ce gouvernement doit être détruit. Et dans les 3 mois, Lincoln est assassiné, crime commandité par la City de Londres, on le sait maintenant, c'est dans les annales. Vous avez vu ça dans les feuilletons télé, là, quand ils vous parlent des gens qui ont assassiné Lincoln? Ils vous parlent de ça? Moi, j'espérais encore dans les nouvelles, dans les nouvelles pièces qu'ils ont fait récemment, qu'au moins il y aurait peut-être une petite lumière qui s'allume. Non, non, pas du tout. On raconte que c'était des fous qui lui en voulaient à cause de la guerre de sécession, etc. En réalité, ils ont remonté le transit de l'argent qui est parti de la banque de la City, transité par la Banque de Montréal, et qui a servi à financer l'assassinat de Lincoln. Et la preuve supplémentaire, le procès des assassins a eu lieu en juin 1865 à Indianapolis. Qui était sur la sellette, condamné par contumace? Le Premier ministre anglais et le porte-parole des banquiers anglais. Ça devrait suffire à notre information, enfin à nous fonder notre réflexion sur le sujet. Je fais encore un bond d'un siècle, j'arrive jusqu'à Kennedy. Je vous laisse filmer. Hein.
Je prends des risques. Mais non, je ne prends pas des risques parce que tout le monde le sait. C'est maintenant sur différents blogs, un professeur d'économie à Hambourg, un magistrat de la Cour des comptes à Paris qui l'explique. L'énigme de Kennedy, pourquoi a-t-il été assassiné? On a raconté des tas de choses. On voit très bien que c'était un complot, que voilà, on n'a pas pu savoir la vérité. En réalité, Kennedy en avait marre d'être sous la tutelle de la Fed, la Banque fédérale américaine. Si vous ne le savez pas, c'était une banque privée, la Fed, créée par Rockefeller et Rothschild en 1913 pour gérer les après-guerres ou les guerres, et la monnaie internationale. Les présidents américains en avaient marre d'être sous la tutelle de cette puissance économique. Et Kennedy, en particulier, il prend un décret, je dirais mortel, puisqu'il prend un décret 5 mois avant son assassinat, d'étatiser, ils disent comme ça les Américains, d'étatiser la Fed, c'est-à-dire de la nationaliser. 5 mois après, il est assassiné. Vous pouvez me dire, ouais, c'est peut-être une coïncidence. Il y a un autre élément qui, lui, à mon avis, n'est pas une coïncidence. Quel est le premier acte officiel que fait son successeur Lyndon Johnson de retour à la Maison-Blanche? Dans l'avion même qu'il ramène à la Maison-Blanche, quel est le premier acte officiel que fait ce nouveau président? L'abrogation du décret de Kennedy. Si vous voulez davantage de preuves sur le fait que nous sommes sous la coupe de mafias criminelles bien plus dangereuses que la mafia napolitaine, là vous en avez la preuve. Voilà, il suffit d'aller voir un peu. Maintenant, il suffit d'aller fouiller un petit peu, puis d'aller se renseigner. Et alors ça fait froid dans le dos, hein, parce qu'on se dit, on voit bien ce qui se passe encore à l'heure actuelle. Mais on a le devoir de dénoncer ça aussi, comme l'a fait très courageusement ce jeune agent de la CIA qui, voilà, il y a un truc, il a pas pu supporter, donc il y a un sursaut moral, un sursaut des tripes. Il y a des gens qui se lèvent un peu partout comme ça, et petit à petit, oui, c'est exactement comme le phénomène des cellules imaginales. Il y en a au moins un qui sait ce que c'est. Parce que je pose la question, vous savez ce que c'est? Ce que sont les cellules imaginales? Non. Moi, je me régale parce que même devant des salles de scientifiques, les gens ne savent pas, alors que c'est vraiment un truc banal et que, en principe, on connaît tous. En principe. Les cellules imaginales, c'est l'imago de la chenille et de la chrysalide. C'est les cellules qui apparaissent dans le corps de la chenille quand elle commence son processus de métamorphose vers le papillon. Et les premières cellules qui apparaissent sont anéanties, brutalement détruites par les cellules normales et par le système immunitaire de la chenille qui sent bien sa fin prochaine et qui sent bien que, de toute façon, il ne peut pas échapper à cette évolution. Alors les premières se font massacrer, hein. C'est comme les pionniers, ça. Si vous arrivez avec une idée qui n'est pas dans le sens de... qui n'est pas dans... à l'heure, qui n'est pas à l'heure du jour, vous êtes sûr d'en prendre plein la gueule. Donc les premières se font massacrer, mais comme c'est l'évolution normale, on ne peut pas l'empêcher. Petit à petit, les cellules se multiplient, elles s'agrègent pour faire ce qu'on appelle les cycles imaginaux, et le système immunitaire de la chenille s'effondre, et le papillon apparaît. J'espère bien que c'est notre histoire, dans un avenir proche, où on va... Non mais ça fait du bien de se raconter des histoires comme ça. En plus, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est le phénomène logique des métamorphoses. Alors, comme dit Edgar Morin, on ne sait pas, hein, on est sur le fil du rasoir, oui, parce qu'une métamorphose, elle peut avorter aussi. Hein. On n'est pas à l'abri de tout. Quand même. On est sur le fil du rasoir, on ne sait pas de quel côté on va tomber. Du côté du bien ou du mal, on ne sait pas. Voilà. Mais ce qu'on est sûr, c'est que ça va changer. Et pour vous faire rire encore sur l'histoire de la monnaie, pour vous montrer à quel point la monnaie, c'est vraiment une convention entre nous, et dont se sont appropriés les gens qui dominent maintenant, grâce à ce pouvoir usurpé. Personne n'a voté pour que Pompidou, en 70, et puis les autres qui l'ont suivi, hein, c'est autant la gauche que la droite, décrète
dans la tiédeur des moissons. C'est toujours comme ça que ça se passe, quand tout le monde est sur la plage et que personne ne fait attention, que dorénavant, les gouvernements ne pourront plus emprunter à 0% d'intérêt l'argent nécessaire au fonctionnement des institutions à la Banque de France. Dorénavant, ils sont contraints d'aller emprunter sur les marchés internationaux l'argent qu'ils vont payer. Là, vous avez vu les taux d'intérêt, ça fluctue. Si on veut emmerder la Grèce, elle va payer 12%, alors qu'ils n'en peuvent plus, et ainsi de suite. Voilà. Et puis l'Allemagne paye que 0, je sais pas quoi %. Enfin, tout ça, c'est le système le plus injuste. Et pour couronner, pour en terminer avec cette histoire de monnaie, pour vous amuser un peu, je vous raconte l'histoire de la dame de Condé-sur-Gartempe. Condé-sur-Gartempe, c'est une petite ville de la Haute-Vienne, où un samedi après-midi descend du train de Paris une dame un peu pimpante qui s'en va prendre pension à l'hôtel des Tilleuls, réputé pour sa tranquillité, ses quenelles de brochet, on va dire comme ça. Et elle arrive à l'hôtel et elle dit à l'hôtelier, j'ai pas de bagages, mais je vous laisse 100 € pour réserver ma chambre. Je m'en vais faire un tour dans la vieille ville et puis je rentre ce soir et voilà, comme ça. L'hôtelier dit très bien, il empoche les 100 € et puis elle s'en va se promener. Mais au bar, il y avait le pâtissier qui avait vu la scène et qui dit à l'hôtelier, dis donc, tu te souviens que tu me dois 100 € pour la pièce montée de la communion de ta fille, ça fait 6 semaines, j'aimerais bien que tu me les donnes. Ah bah oui, l'hôtelier dit, bah tiens, c'est une bonne occasion. Et il lui donne les 100 €. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Parce que le pâtissier, lui, il avait une dette de 100 € à l'égard du minotier qui fait la farine pour ses gâteaux. Le minotier, lui, avait une dette de 100 € au transporteur qui transporte sa farine. Le transporteur avait une dette de 100 € au garagiste qui entretient ses camions. Le garagiste en devait 100 à son boucher, on ne sait pas pourquoi. Le boucher en devait 100 au représentant de la maison Olita qui prend pension à l'hôtel. Et le billet efface 6 dettes et il revient dans les mains de l'hôtelier. À ce moment-là, la dame parisienne rentre de sa promenade et elle dit, écoutez, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Je rencontre un vieil ami d'il y a 20 ans. Il m'a invité chez lui, je ne peux pas lui refuser. Est-ce que je peux annuler la réservation de ma chambre? Et l'hôtelier lui dit, oui, tiens, justement, je vous remercie, il n'y a pas de problème. Et puis elle fait mine de s'en aller, puis elle dit, elle le déchire, elle dit, de toute façon, c'est pas grave, il était faux. Comment un faux billet peut effacer 100 dettes? 6 dettes, pardon. C'est parce qu'elle a élevé le niveau monétaire de la commune de 100 €, ça a suffi pour effacer 6 dettes. Juste après la guerre de 39-40, il y avait plusieurs communes en faillite en France, dont Lignières-en-Berry, c'est pas très loin de chez moi, Maran, en Charente-Maritime, et puis une troisième, je ne me souviens plus. Ils ont mis en place un système comme ça. Un système qui dégradait la monnaie si on la thésaurisait. C'est-à-dire que les gens qui gardaient la monnaie, qui ne l'avaient pas utilisée avant 1 an, perdaient, au lieu de gagner des intérêts, ils perdaient des intérêts. Donc chacun n'avait de cesse que de dépenser son argent, et l'argent tournait comme le sang dans un organisme qui irrite tous les organes et qui vous maintient en bonne santé. C'est ça, le parallèle, il est facile à faire entre un organisme social et un organisme biologique. D'ailleurs, il y a un professeur chirurgien du cœur du CNRS qui fait ce parallèle, qui dit, vous avez le sang qui est stagné, qui est capté par certains organes au détriment des autres, et qui assèche les autres. Ces cons, je pense de ceux qui stockent l'argent, ne savent pas qu'en même temps, ils vont provoquer la mort de l'ensemble de l'organisme, y compris la leur. Voilà. Donc, toutes ces métaphores, là, toutes ces paraboles permettent de comprendre que l'argent, ça doit circuler et ça ne doit pas être une marchandise. Ça doit être librement accessible pour qu'on puisse échanger nos richesses. On a tous des richesses. On sait faire des choses. On a des produits qui peuvent intéresser un tel ou un tel. Sauf qu'il faut que vous alliez quêter, pleurer auprès du banquier pour qu'il vous prête cette monnaie qui est si rare pour que vous puissiez échanger vos biens. C'est pour ça qu'on a à l'heure actuelle un grand élan avec les monnaies locales qui vont être la seule chose qui va nous sauver, hein, comme ça a sauvé l'Argentine, ces échanges
avec les monnaies locales. Il y en a de plus en plus à l'heure actuelle. Il y a des grands banquiers qui ont maintenant qui ont changé de camp et qui, je pense à Bernard Liétard, qui est vraiment un grand monsieur, qui était à la tête pas à la tête, mais conseiller à la Banque centrale de Belgique, et qui lui a démontré tout le mal de la manière dont on se sert des monnaies et comment nous sommes prisonniers sous l'emprise d'un système qui nous a servi et qui explique tous les drames, toutes les pollutions, tous les problèmes que connaît la planète et que nous connaissons nous. Je pense qu'une des premières choses à faire, ça va être ça, de trouver les moyens entre nous, et ça peut se faire que localement. Vous savez que si vous prenez le ferry, que vous allez en Écosse, vous avez la livre écossaise. Vous ne pouvez la dépenser qu'en Écosse, parce qu'elle n'a plus de valeur ailleurs. Ils se sont arrangés pour qu'elle n'ait plus de valeur. Ça veut dire que la richesse, elle reste chez eux. Vous êtes obligé de dépenser chez eux. C'est fini, les histoires de spéculation avec l'euro et compagnie, qui fait qu'on vous étrangle, qu'il y a des gens qui spéculent, qui ont les moyens de spéculer, et qui vous affaiblissent et qui vous ruinent. Voilà. Eux, ils ont trouvé le système. Et bien, il faut absolument qu'on retrouve, et des systèmes comme ça fonctionnent également en Suisse. C'est le WIR, où il y a 600 000 entreprises qui sont concernées, qui s'échangent de l'argent entre elles. Ça date de 1929. Là, ils l'ont remise ils ont réactualisé ça parce qu'il y a eu la crise de 2007-2008. Mais voilà, il y a plein de systèmes possibles. Et moi j'ai eu l'occasion de faire de participer à un colloque à l'Académie du Valais, l'Académie des sciences du Valais. Il y avait là le président international de l'Observatoire de la monnaie à Genève. Il nous a dit pique-pendre de tout ce que je suis en train de vous dire là. Moi, je suis au-dessous de la vérité, au-dessous de ce qu'il nous a délivré. Ça veut dire que ça se sait à tous les niveaux. Comment se fait-il que ça ne bouge pas? Parce que nous, on ne bouge pas. Voilà. À un moment donné, il va falloir bouger, s'organiser entre nous, et puis prendre le risque des cellules imaginales, d'avoir quelques soucis. Pardon, je suis long, excusez-moi. Vous avez envie d'aller vous coucher, c'est bien aussi. Parce que c'est l'économie du corps, c'est aussi de respecter ses rythmes, ses biorhythmes et ses rythmes ultradiens. Le sommeil, c'est très important pour être en bonne santé, pas se mettre en colère le lendemain. On dit toujours des choses désagréables quand on est fatigué, donc voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci. J'ai deux annonces, trois annonces même. Alors, en première annonce, vous pouvez retrouver la conférence de Philippe sur YouTube ou sur le site d'Infovie, n'est-ce pas, Eric? Oui, sur le site Infovie, ouais. Le pire, c'est que j'ai pris des risques. Mais tant pis. Deuxième annonce, eh bien, nous allons rediffuser le film Au nom de la Terre de Pierre Rabhi le mercredi 10, parce que nous avons dû faire salle fermée, plus de nombre de personnes. Et puis troisième annonce, il n'est pas défendu d'adhérer à Infovie pour nous aider dans toutes nos manifestations. Oui, oui. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Donc les livres sont en vente, les livres de Philippe et de Marie-Monique. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.